Bienvenue, aujourd'hui on va explorer ensemble des écrits assez vifs, Oui, des billets de blog qui datent de 2010, signés par un certain Murad Aga. c'est ça. Et ils portent un regard assez direct, disons, sur le monde arabe de l'époque. Oui, sans concession. On va essayer de suivre un peu les lignes de tension qu'il dessine, entre un passé parfois un peu idéalisé et les défis du présent, Mhm. entre ce qu'il appelle lui le premier monde et le tiers-monde, et puis au cœur même des sociétés arabes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essence de ces observations, de ces critiques d'alors. Comprendre sa perspective. Exactement. Comprendre son point de vue, celui d'un observateur à un moment T, sur des réalités complexes, sans forcément valider ou invalider ce qu'il dit, hein. Bien sûr. Mais plutôt capter sa lecture à lui, des événements, des mentalités. Et puis bon, explorer ces textes de 2010, ça permet aussi de se demander si ces dynamiques existent toujours ou comment elles ont évolué. Oui, c'est intéressant. Alors, un des premiers points qui frappe chez lui, c'est ce contraste qu'il fait souvent entre premier et tiers-monde. Mhm. Il remarque par exemple qu'en Occident, même en pleine crise de 2008, il y avait quand même, selon lui, une certaine transparence, D'accord. une forme de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et puis l'existence de filets sociaux. Il parle des fils pour l'aide alimentaire. Oui, signe de crise, mais... Mais l'aide existe, au moins. C'est ça son point. D'accord. Et il oppose ça à quoi alors? Il met ça en miroir avec ce qu'il décrit dans certains pays arabes comme une tendance à l'hypocrisie, à la corruption. Ah oui. Un attachement très fort au pouvoir et un manque de soutien pour les gens, quoi. D'accord, choix. Il donne des exemples concrets de ça. Il utilise une image assez parlante, je trouve. Ah oui, laquelle? Celle de la propreté presque obsessionnelle des intérieurs privés, Mhm. qui contraste de façon assez brutale avec la saleté ou le laisser-aller des espaces publics parfois. Ah oui, c'est fort comme image. Pour lui, c'est un symbole de ce fossé entre le privé et le public, entre la théorie et la pratique, ou comme il dit, entre le batin, ce qui est caché, et le zahir, ce qui est visible. C'est intéressant cette opposition batin-zahir. Et ce décalage, c'est un thème récurrent chez lui? Ça a l'air, oui. Ça irrigue un peu toute sa pensée. D'accord. Et il l'applique à d'autres domaines? Oui, par exemple, à la relation avec l'histoire. Il parle de la grandeur passée, de l'âge d'or islamique. Classique. Oui, mais pas juste pour dire c'était mieux avant, plutôt pour mesurer la distance avec aujourd'hui. Pour souligner le contraste, en fait. C'est ça. Et il fait une remarque intéressante. Il rappelle que des savants très importants de cette civilisation islamique n'étaient pas arabes. Bah oui. Comme qui, par exemple? Il cite Al-Khawarizmi ou Al-Bukhari. Ils venaient d'Asie centrale. Effectivement. C'est important de le rappeler. Et il souligne le niveau d'engagement, de maîtrise. Il utilise le mot itkan, cette recherche de perfection L'itcon, oui. que ça demandait à l'époque. Et il met ça en regard avec peut-être une facilité d'accès au savoir aujourd'hui, mais qui serait plus superficielle. C'est son avis. Je vois le parallèle qu'il essaye de faire. Une sorte de perte de profondeur ou d'exigence. C'est un peu ça. Et ce regard vers le passé, ça semble nourrir chez lui une certaine amertume sur le présent. Oui, on sent ça. Une sorte de lamentation face à ce qu'il voit comme une fragmentation. Il parle de la partition du Soudan, par exemple. Comme un symptôme. Exactement. Un symptôme douloureux de cette division. Et il oppose ça à des figures historiques comme Saladin ou Youssef ibn Tashfin. Des unificateurs. Voilà, vus comme des défenseurs de la communauté, face à ce qu'il décrit comme de la passivité aujourd'hui ou des querelles internes sans fin. D'accord. Et ce regard critique, il le porte aussi vers l'intérieur? Je veux dire, sur les sociétés elles-mêmes. Ah oui, tout à fait. Et c'est peut-être là qu'il est le plus direct. C'est-à-dire Les ressources naturelles, l'histoire, tout ça. un potentiel immense. Oui. Et ce qu'il voit comme une mauvaise gestion, quasi généralisée et des inégalités criantes. Il a une formule pour ça, non? Oui, une formule assez choc, des pays pauvres remplis de riches. Oui, ça marque. C'est fort. Et il continue sur cette lancée, sur les contradictions internes? Tout à fait. Il parle de franc de ce qu'il considère comme une hypocrisie ambiante. Par exemple. Par exemple, le fait de traiter différemment les citoyens et les étrangers, ou alors toute cette énergie dépensée dans les conflits internes, les ragots. Les luttes intestines. C'est ça. Il va même jusqu'à évoquer l'utilisation d'outils comme Wikileaks à l'époque pour se nuire entre voisins, Ah oui, carrément. plutôt que de construire quelque chose ensemble. C'est une vision assez sombre quand même, des dynamiques internes. Est-ce qu'il propose une explication? Ce qui est intéressant, c'est qu'il suggère que ces divisions, ces failles, elles sont bien comprises, voire peut-être même utilisées par des acteurs extérieurs. D'accord. L'ingérence extérieure classique.
Il l'évoque, mais il insiste surtout sur autre chose. Pour lui, la racine du problème, elle est d'abord interne. Ah bon? Oui, cette fragmentation, ce fossé entre les paroles et les actes, cette corruption perçue, la responsabilité première selon lui, elle vient de l'intérieur. D'accord. Donc une autocritique assez forte, finalement. Très forte, oui. Ouais. C'est ça qui ressort de ses écrits de 2010. Si on essaie de résumer un peu le cœur du message, alors, qu'est-ce qui émane vraiment de ces textes? Je dirais une tension fondamentale et qui semble persister. Entre quoi et quoi? Entre, d'un côté, ce potentiel énorme dont on parlait, cette histoire riche, ce passé parfois un peu glorifié, Oui. et de l'autre, des réalités de l'époque qu'il jugeait décevantes, marquées par la division, le manque de cohérence, l'hypocrisie. Donc une autocritique, comme on disait. Oui, une autocritique très dure sur les facteurs internes. Et puis une relation compliquée, presque douloureuse à la fois avec sa propre histoire et avec le monde extérieur. Et pour finir, il nous laisse sur une image, une question un peu provocatrice, c'est ça? Exactement. Il termine un de ses billets avec une sorte de petite fable moderne. Racontez. Il imagine 2 Arabes qui atterrissent sur Mars. D'accord. Et la question qu'il pose, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils s'uniraient pour construire quelque chose? Ouais. Ou est-ce qu'ils se combattraient sans arrêt? Ou alors est-ce qu'ils se passeraient leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, à se saper mutuellement? Et il donne la réponse. Ah non, bien sûr que non. Il laisse la question ouverte. En suspens. Voilà. Comme une invitation peut-être à réfléchir à toutes ces dynamiques complexes qu'il a essayé de mettre en lumière dans ses textes.